La paix avait volé en éclats lorsque Dichamp était arrivé à cheval avec quelques-uns de ses compagnons. Il apportait la nouvelle de la mort du chef Varrock, et Tryphine avait pâli en l'entendant raconter comment son frère aîné avait pris en main les possessions de leur père et les avait chassés. Elle s'était levée, droite devant les hommes et les femmes rassemblés, son voile ramené sur le côté labouré de son visage. « Nous allons construire ici plus qu'un monastère, un nouveau village, avait-elle déclaré. Avant sa mort, Père m'a envoyé des ouvriers et des esclaves. Nous ferons des manses pour tous ceux qui voudront nous rejoindre et trouver un refuge. Nous planterons, nous cultiverons, afin d'être tous à l'abri pour l'hiver. Que tous ceux qui veulent rester ici soient assurés de ma protection. Mais si certains d'entre vous veulent repartir et rejoindre mon frère, ils sont libres. » Un grand silence s'était fait, et personne n'avait bougé. Tryphine avait souri alors et ajouté quelques mots au grand étonnement de tous. « Que tous les esclaves approchent. Désormais, il n'y aura plus d'esclaves parmi nous. Nous sommes tous engagés dans cette nouvelle existence. » Les ouvriers, envoyés par le chef Varrock, s'étaient regardés, inquiets, et Dichamp les avait réunis. Tryphine lui avait alors demandé d'ôter les colliers d'esclavage qu'il avait coupés. Ils avaient frotté machinalement leur cou soudain libéré de l'entrave qui désignait leur appartenance et leur servitude. « Vous serez des ouvriers comme les autres, avait-elle dit. Nous avons tous beaucoup de travail à accomplir avant le froid. Dichamp, je te charge de notre protection avec quelques-uns de tes meilleurs hommes. Tous les autres devront prendre tes ordres et ceux du maître charpentier, envoyé par mon père. Nous avons plusieurs chariots, des vivres pour quelques mois, des semences, un peu de bétail et des poules. La forêt nous fournira le bois dont nous avons besoin pour les manses, afin d'abriter chacun de vous. Et la rivière nous donnera de l'eau. » Chacun s'était regardé, étonné, puis les hommes, un à un, avaient salué leur nouvelle maîtresse. Certains savaient couper les arbres, les femmes choisirent les jeunes branches de châtaignier pour les entrelacer et fabriquer les murs extérieurs. D'autres pourraient mélanger l'argile, l'eau, la paille, façonner la couche qui formerait la façade. D'autres encore se chargeraient d'équarrir des poutres pour faire les poteaux enfoncés dans le sol, qui soutiendraient la charpente, et quelques-uns étaient habiles pour construire un toit de chaume. Gwen avait vu chaque jour Tryphine se fortifier, à la fois physiquement et mentalement. Elle cachait ses profondes blessures pour ne pas attirer la pitié, et on la vénérait désormais et grondait sourdement à l'encontre de l'homme qui l'avait ainsi blessée. Une pâle lueur se levait sur la mer, lorsque le village fut réveillé par des coups frappés sur la porte de bois de la palissade, par deux hommes épuisés. Les gardes, postés par Dichamp pour surveiller les alentours, sursautèrent et se précipitèrent. « Ouvrez, nous avons un blessé, nous voulons voir la guérisseuse. » L'un des gardes se hâta vers la manse où Uriel et Dichamp vivaient désormais dans une habitation de bois, couverte de chaume, et entourée d'un jardin de simples où Uriel faisait pousser les plantes dont elle se servait pour soigner. « Des hommes vous réclament, dame, ils disent qu'ils ont un blessé, sur un bateau, au large, » expliqua le garde embarrassé. Uriel relia tout de suite cet incident au combat qui avait secoué la région. « Je vous rejoins, décida-t-elle. Retournez à la porte les prévenir de m'attendre. » Dichamp s'enveloppa d'un long manteau sombre. « Je vais avec toi, dit-il brièvement. » Uriel prit le sac de toile, toujours prêt en cas d'urgence, avant de sortir en direction de la cour principale. Un attroupement s'était déjà fait autour des gardes qui parlementaient devant le battant, et un groupe se dirigea vers eux avec des flambeaux, accompagnant Gwen.
Ouvrez-leur, commanda alors Dichamp, la main sur son épée. Ils découvrirent 2 hommes aux vêtements déchirés et couverts de sang. « Messire, souffla l'un d'eux, notre maître et seigneur est blessé. Il nous a demandé de chercher la guérisseuse Uriel et de prévenir damoiselle Gwen. » Dichamp, en fronçant les sourcils, se retourna vers sa fille qui s'était avancée près de lui. « Qui est le blessé ?» demanda-t-elle. « Messire Mat de Castel-d'Or. »« Mat ? Vous voulez dire le frère de Marcus Conomore ?» rugit Dichamp d'une voix dure. « Oui, messire. Messire Conomore a été tué hier, dans une bataille contre les troupes du roi Franc. Beaucoup de nos hommes sont morts là-bas, à Brancalegue. Messire Mat a été vilainement blessé, et nous l'avons ramené ici, sur son bateau. » Gwen écarta fébrilement son père et se pencha vers eux. « Où est-il? Où est votre bateau ?»« Au large. Messire Mat a perdu beaucoup de sang. Il a de la fièvre, et il réclame Uriel. Et damoiselle Gwen, répéta l'homme à bout de force. Dichamp se tourna vers sa fille. « Tu ne peux pas suivre ces hommes, Gwen, protesta-t-il. « Pourquoi te réclament-ils? Je t'interdis d'aller sur ce bateau. » La voix rauque de Tryphine, que personne n'avait entendue arriver, s'éleva alors derrière eux, et Dichamp sursauta sous le ton sévère qu'elle n'employait guère. « Messire Dichamp, laissez Uriel et Gwen soigner Mat. Je le connais bien, il a effectivement sauvé votre fille, et sans doute aussi sauvé ma propre vie, en envoyant chercher le moine Gilda, pour me soigner. Il nous a beaucoup aidés, Gwen et moi, durant notre séjour chez mon époux. J'espère qu'elles pourront le soigner lui aussi, et le ramener ici. » Les envoyés de Mat marchèrent avec peine sur le sentier jusqu'à la plage. Uriel remarqua leurs blessures et se douta que le combat avait dû être rude et qu'ils y avaient laissé nombre de leurs compagnons. Ils avaient cependant trouvé la force de naviguer de nuit, en longeant le littoral pour conduire leur maître et seigneur jusqu'à elle, afin d'essayer de le sauver. Uriel monta dans la barque avec Dichamp et Gwen, et les marins ramèrent malgré leur fatigue jusqu'au navire ancré un peu au large. Ils étaient plusieurs à bord, et Uriel comprit qu'elle allait avoir plus d'un homme à soigner, en constatant les entailles dans leur chair, leur visage blême et tiré par la souffrance. Fiévreux, Mat gisait à même le pont, et Gwen tomba à genoux près du grand corps immobile et vulnérable. Comme il ne réagissait pas, Uriel lui glissa entre les dents une des potions de son sac pour faire tomber la fièvre, avant de déchirer plus largement les braies, afin de mieux voir la profonde blessure imbibée de sang noirci. Heureusement, l'un de ces hommes avait eu la présence d'esprit de faire un garrot. Il va falloir laver la plaie. L'eau de mer sera très bien. Elle nettoiera les impuretés et nous le transporterons au monastère. Dichamp, maintenant que tu es rassuré, va faire préparer une claie, car nous ne pourrons pas le porter. Dichamp repartit. Gwen laissa libre cours à son chagrin et se mit à pleurer. « Je sais que tu tiens à lui, ma fille, dit Uriel. J'avais compris qu'il venait te voir de temps en temps. Mais tu dois te ressaisir si tu veux que nous le sauvions. Crois-tu qu'il va mourir? Pas si je peux l'empêcher, grommela Uriel. Je dois voir s'il n'a pas de blessure plus grave. Si Conomore est mort, le combat a dû être rude. Il nous en dira plus, s'il se réveille. Mais je vais faire ce que je peux pour lui garder sa jambe, Gwen. Aide-moi maintenant. Nous devons nous battre pour lui. Mat resta inconscient presque toute la journée. Ses compagnons marins vinrent faire désinfecter et panser leurs blessures et prendre de ses nouvelles. Uriel dut rouvrir la plaie qui s'était refermée sur une poche de sang pour la drainer et éliminer les impuretés qui risquaient l'infection et l'amputation. Les autres blessures d'épée et de flèche étaient moins graves, mais nombreuses, et avec l'aide de Gwen, elle les soigna sur le grand corps immobile que Gwen manipulait
avec une tendresse qui l'étonna. Elle les avait vus parfois sur la plage, lorsque Matt venait lui rendre visite. Mais elle ne s'était jamais interposée, se contentant de les surveiller du coin de l'œil. Elle comprenait maintenant pourquoi Gwen refusait obstinément de rencontrer les éventuelles parties que son père lui proposait, en affirmant que sa vie était auprès de Tryphine et pas auprès d'un homme. Rien ne pouvant la rapprocher de Matt qui vivait dans la mouvance brutale et hasardeuse de Conomore, elle avait choisi le retrait plutôt que de lier sa vie à un inconnu. Le destin venait de les réunir d'une façon inattendue. Par cette bataille où Conomore avait trouvé la mort, perdu le poër et ses territoires. Matt, désormais, n'avait ni foyer, ni frère, ni même de pagus ou de possession. Sa vie serait désormais faite d'errance et de danger. Vers le soir, Matt reprit enfin conscience et ouvrit les yeux pour découvrir Gwen à son chevet. Le corps labouré de douleur, il émergea difficilement d'une sorte de brume. Il s'entendait gémir sourdement, dans le bruit d'armes qui s'entrechoquaient, de chevaux qui hennissaient de frayeur, de flèches et de lances qui volaient dans le ciel et percutaient le dos et la poitrine de son frère qui tombait. Gwen s'étendit près de la couche de Matt, s'endormant parfois pour se réveiller en sursaut, toucher sa peau pour savoir si la fièvre n'était pas remontée, poser un linge imbibé d'eau fraîche sur son front, et, à la lueur d'une chandelle, vérifier qu'il respirait toujours. Le petit matin les trouva endormis, main dans la main. Curiel s'empressa de dénouer pour ne pas déclencher la colère de Dichamp. Matt ouvrit les yeux à l'instant où Huriel enlevait les linges encore imbibés de sang. Il essaya de se redresser, et Gwen lui appuya doucement sur l'épaule. « Ne bougez pas, messire. Vous avez été blessé, et nous essayons de vous soigner. » Il la regarda, parut la reconnaître, et retomba en arrière dans un léger soupir. « Gwen, enfin! Mes hommes ont donc réussi à vous trouver. »« Oui, messire, ils nous ont raconté les combats et la mort de Conomore. »« Marcus, gémit-il, en essayant encore de bouger. Il faut que je parte. Il est resté là-bas avec tous nos soldats sur la lande. Je dois y retourner, le retrouver. » Matt esquissa un faible sourire. « Je vous remercie toutes les deux de m'avoir soigné. Quand pourrai-je marcher ? » « Messire, point trop tôt, je le crains, si vous ne voulez pas rester infirme toute votre vie, gronda Huriel. Cette plaie était vilaine, elle a entaillé votre cuisse profondément et manqué de peu de vous faire passer de vie à trépas, dit-elle sévèrement. Reprenez des forces, dans quelques jours vous pourrez essayer de poser votre jambe. Vous avez eu beaucoup de fièvre, et je ne réponds pas de vous si elle devait remonter. Très bien, dame Huriel, s'inclina Matt résigné. Mais je vais devoir retourner très vite sur le champ de bataille pour savoir ce que sont devenus nos gens et le reste de nos bateaux. Il me faut inhumer nos morts sur cette lande et abriter ce qu'il reste de notre flotte. Il n'ajouta pas ce qu'ils avaient fait pour protéger le corps de Marcus, sous une lourde dalle, en attendant son retour. Dame Tryphine est-elle au courant de la mort de son époux? Oui, messire, dit Gwen. C'est elle qui a ordonné d'aller vous chercher sur le bateau et de vous soigner, malgré la mort de son fils. Je comprends, soupira Matt. Elle a toujours été d'une grande bonté, loyale et soumise à son époux. Et pourtant... Gwen, je vous en prie, aidez-moi. Il faut que je reparte très vite, que je vous quitte encore une fois. Je ne cesse de vous quitter, alors que ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Gwen, je vous en prie, venez avec moi cette fois. Que voulez-vous dire, messire, murmura Gwen, devenue très pâle. Que je souhaite m'unir à vous, Gwen. Je n'en peux plus de vivre sans vous. Cela fait si longtemps que j'y songe, sans savoir comment vous le dire, comment vous atteindre. Vous ici, dans ce monastère, moi si loin. Oh, Matt, gémit Gwen dévastée. Je le voudrais tant, moi aussi, mais mon père, dame Tryphine... Eh bien, si dame Tryphine vous le permettait,
Elle saurait convaincre votre père, ne croyez-vous pas? Auriez-vous le courage de lui parler? Dit-il en essayant de se relever pour la convaincre. Uriel, qui soignait d'autres personnes à l'autre bout de la grande hutte, vit leurs larmes et leur détresse et se rapprocha. « Que se passe-t-il, Gwen? Messire Matt, votre fièvre va remonter si vous vous agitez ainsi. »« Alors aidez-moi, aidez-nous, dame Uriel. Je veux que Gwen devienne mon épouse, ne plus la quitter, cesser ces rencontres en cachette qui me dévastent un peu plus à chaque fois. »« Je ne vois que dame Tryphine qui ait autant d'influence, commença-t-elle. »« Oui, dame Uriel, dit Matt, en reposant sa tête sur les coussins. Elle seule peut nous aider à décider messire Dishant de me confier Gwen. »« Alors va lui parler, ma fille, dit Uriel en prenant Gwen par les épaules. Si c'est ce que tu veux, si tu désires vraiment messire Matt pour époux, je suis certaine qu'elle comprendra que tu ne dois pas passer ta vie ici, dans ce monastère. Tryphine ne mettait pas son voile lorsqu'elle était seule. Et Gwen, comme à chaque fois, eut le cœur brisé devant son visage défiguré. Tryphine ne paraissait plus guère en public et passait beaucoup de temps en prière, assise dans un fauteuil de bois que Gwen garnissait de coussins pour soutenir son corps fragile. Gwen eut un pincement au cœur à l'idée de ce qu'elle allait lui demander. Son départ allait la laisser encore plus seule. « Est-ce que messire Matt va mieux ?» demanda tout de suite Tryphine. « Oui, il parle déjà de repartir. »« Et il t'a demandé de le suivre, n'est-ce pas ?» Gwen sursauta, prise au dépourvu devant la clairvoyance de son amie. « Oui, mais je ne sais pas. »« Gwen, laisse enfin parler ton cœur. Ton destin n'est plus ici. Ce monastère est désormais mon seul avenir. Ne crains pas de me laisser. Tant de personnes veillent à ma sécurité, à mon bien-être. Va, accompagne messire Matt et forme avec lui une vraie famille. Où veut-il aller? Près de son parent, l'évêque Paul de Léon, pour abriter ce qui reste de sa flotte de bateaux de commerce. Alors tu seras sa stabilité, Gwen. Il n'a jamais couru les femmes comme le font tant d'hommes. Il a besoin de quelqu'un comme toi. Suis-le sans crainte. Il a du bien, c'est un bel homme, même s'il n'est plus si jeune, mais il est courageux et fier. Tu as cette chance qu'ont peu de femmes de pouvoir choisir ton époux. » Oh, Tryphine, soupira Gwen en pleurs, en venant s'agenouiller poser sa tête dans le giron de son ami, qui lui caressa les cheveux. « Pourquoi avons-nous tant de choses difficiles à vivre? Le pays est dévasté. Qu'allons-nous devenir? Les Francs vont-ils nous laisser en paix? Et Maclio va reprendre les territoires et renoncer à l'évêché de Gwynedd. Mais sera-t-il assez fort pour protéger ses terres? Je sais qu'Arzel n'a pas grande confiance en lui. Dieu veillera sur nous, Gwen, dit Tryphine, le regard lointain. J'ai demandé à Arzel, ton demi-frère, de venir ici avec Maclio et mon neveu Budic, le fils de Canao. Ils doivent maintenant s'accorder pour apporter la paix entre tous nos pagus. Gwen se rassura. Ces hommes sauraient écouter Tryphine et faire l'impossible pour ramener la paix. La journée avait été épuisante, et Uriel lisait la fatigue sur le visage de Matt. L'abbé du monastère de Rhuys était venu le matin même l'unir à Gwen, et ils avaient prononcé les vœux rituels qui les liaient, devant la famille de Gwen et les marins et compagnons de Matt descendus de leur bateau pour l'assister. « Je te donne ma foi et le reste de ma vie », avait promis Matt en tenant fermement la main de Gwen, qui venait de lui engager, elle aussi, toute son existence. Vers le soir, après un repas qui les avait tous réunis dans les jardins du monastère,
car c'était la fin de l'été, Huriel s'approcha de Matt et lui tendit une coupe en terre cuite. « Buvez, messire, vous aurez besoin de toutes vos forces tout à l'heure, et je sais que vous êtes épuisé. Vous n'êtes que partiellement remis, et s'il n'avait tenu qu'à moi... » « Vous ne m'auriez pas laissé épouser Gwen ?» ironisa Matt. « Pas si tôt tout au moins, » rétorqua Huriel dans un sourire. « Mais je comprends votre hâte. Buvez cela, » dit-elle en lui tendant une coupe. « Je ne veux pas vous tuer, après vous avoir si difficilement soigné. C'est un breuvage qui me réconforte de temps à autre, lorsque ma journée a été épuisante. » Matt sourit et prit le gobelet qu'elle lui tendait. « Je ne voudrais pas décevoir mon épouse, surtout cette nuit, » chuchota-t-il en buvant. « Puisse votre potion être miraculeuse. » Huriel s'en fut en riant, tandis qu'il portait la main de Gwen à ses lèvres. Les marins reposés et soignés par Huriel, ils repartirent avec le bateau le jour suivant, Matt inquiet de savoir son frère abandonné sur la lande. Il avait raconté brièvement à Gwen comment Conomore était mort, percé de flèches, et comment il avait fait protéger son corps sous un amas de pierres. Grièvement blessé lui-même, ses hommes l'avaient transporté sur son bateau et conduit jusqu'à elle pour le sauver. Il avait maintenant un avenir à créer, une épouse et une famille à protéger. Mais il devait auparavant retrouver le corps de son frère et le confier à l'évêque Paul pour lui faire des funérailles décentes. Sur la grève, Huriel et Dichamp, près de Tryphine, regardèrent longtemps le voilier qui conduisait leur fille vers son nouveau destin, disparaître à l'horizon.